l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui est d'ailleurs candidat encore. Alors, nous ne savons pas encore devenir seul décès. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Docteur, vous avez la parole. Je tiens avant toute chose à saluer ce merveilleux public qui est venu suivre le contenu de ce fascinant ouvrage de notre frère, petit frère, ami, collègue Julien Parou. Je voudrais aussi, avec beaucoup d'émotion, retrouver mes collègues membres du gouvernement qui viennent découvrir dans cette salle, parmi lesquels celui qui m'a nommé professeur de Wazalène Donzaghi. Je n'ai pas besoin de l'encourager, mais même d'aller jusqu'au bout. Je sais qu'il est en train de faire aussi son doctorat. C'est une nouvelle classe, au fait, qui privilégie la connaissance, le savoir et le savoir-faire. Si nous avons décidé depuis 2013 de faire le doctorat, la première raison, c'était d'abord encourager les propres enfants, surtout les garçons, les filles, je n'aime pas tout beaucoup. Je me suis dit, si je me mets à côté de ces garçons, comme ils ont passé le moment de chômage, ça va les encourager à étudier effectivement tous les enfants aujourd'hui. Il y en a qui ont des maîtrises, PhD et des licences baccalauréat vers les Américains. Ça fait plaisir que nous puissions chaque fois rappeler que le savoir et le savoir-faire, c'est le secret de la réussite. Tout à l'heure, j'ai discuté avec le professeur Émile Bongeli, que j'apprécie beaucoup. Et j'ai rappelé qu'avec mon collègue Jean-Michel Boussa, dans une session de dire que toute théorie économique ou les sciences sociales qui n'a pas pour finalité d'améliorer les conditions de vie dans la population, tout simplement, est un mensonge. Vous êtes ici, notre planète ne peut pas s'y mettre, puisque toutes ces théories, toutes ces sciences dans la société ont été créées pour résoudre le problème de la société. Mais ici, nous avons l'ouvrage de notre frère Julien Paloukou, qui a pris tout son temps, il y a mis toute son intelligence, tout son savoir-faire pour doter les pays, surtout le monde intellectuel. Puisqu'aujourd'hui, vous savez combien les professeurs d'université, les chefs de travaux, les assistants, le monde scientifique et les étudiants souffrent pour retrouver les outils internationaux. Et ici, particulièrement que ce soit les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies ou des résolutions du Conseil de sécurité. Ceci est une contribution importante, chers étudiants, en faisant ces recueils pour nous faciliter tous la tâche. Nous savons très bien que c'est en 1948 que fut adoptée la première résolution pour le déploiement des forces des casques bleus, et c'était dans le monde arabo-israélien, et ils y sont jusqu'aujourd'hui. Et vous savez que la force qui a fait parler beaucoup d'elle, c'est celle qui fut déployée à Chypre. Et quand vous arrivez à Nicosie, j'ai eu le temps d'y arriver, on vous dit, vous voyez le milieu de Momasland, la capitale comme Kinshasa coupée en deux. On dit là-bas c'est l'ancien hôtel intercontinental, là-bas c'est l'ancien collège Bogoto, et ici, donc voilà, d'un côté les Turcs et de l'autre côté les Grecs. Toujours des conflits. Et c'est pour dire que l'ONU elle-même a vu sa naissance dans la douleur, et avec comme objectif prévention, préservation et maintenir la paix dans le monde. Mais si on fait le bilan aujourd'hui, vous allez voir que seuls quelques privilégiés ont le secret des résolutions du Conseil de sécurité et des résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies. Quant à leur application, ça dépend aussi de votre façon de mener votre diplomatie, l'influence dans le monde. Nous sommes dans un monde où finalement Darwin continue à vivre avec nous et sans nous, parce que nous sommes un monde à plusieurs vitesses. Vous n'avez qu'à voir avec combien
combien de publicités et finalement, nous nous demandons qu'est-ce qui se passe. Vous tournez France 24, on vous rappelle le génocide de 1994 au Rwanda. 800 000 Tutsis abattus, égorgés, ça fait mal à tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on fait de 10 millions, 12 millions de Congolais? Le dernier rapport des Nations Unies renseignait que plus de 10 millions de Congolais ont péri dans un conflit qui n'est pas le leur. Et ceci depuis le XVIe siècle, quand il se passe des problèmes chez nos voisins, entre les Tutsis et les Hutus, le versoir c'est la République démocratique du Congo. Un conflit qui n'est pas le sien. C'est injuste. Et nous devons élever le ton. Le fonds militaire, oui. Le fonds diplomatique aussi. Et le fonds politique. Et c'est là que je pense que nous devons nous inviter, tous les politiciens, qui induisons régulièrement la population derrière comprendre que dans des sociétés qui luttent pour leur survie, il y a point d'opposition et de majorité. Quand la patrie est attaquée, c'est tout le monde qui se sent concerné. Et tous les amis du Congo doivent se sentir concernés. La première question, qui peut dans cette salle lever son doigt et me dire un seul pays africain qui a condamné l'agression contre la République démocratique du Congo? Ok. Donc, notre sort dépend de nous-mêmes. Alors, revenons dans les résolutions. C'est la sécurité. D'abord, l'ouvrage lui-même. D'abord, que les Nations Unies, c'est pour, sur le plan international, parler de l'économie, parler de la culture, parler de l'éducation, de la santé reverse, parler du commerce, avec Bruxelles, où nous serons régulièrement mon ami Jean-Lucien, mais parler aussi dans le monde de l'environnement, de la justice avec la Cour pénale internationale et d'autres instruments de justice à travers le monde. Mais qu'en est-il de la République démocratique? Notre indépendance obtenue dans la douleur, la première résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est en 1960. Initialement élaborée et adoptée pour que la jeune République démocratique du Congo ne subisse pas des influences extérieures, d'une part, et d'autre part, avec les foisonnements qui se faisaient sentir via les partis politiques, on puisse éviter les conflits après les indépendances. Après l'adoption de la loi fondamentale, les politiciens ont montré d'abord leur capacité à s'entendre, à ne pas s'entendre. Nous avons très mal démarré notre remise-reprise, puisque les Belges venaient de partir. Au lieu de nous focaliser sur l'essentiel, c'est-à-dire le développement, la remise-reprise de l'économie, nous nous sommes restés sur le plan politique. Et à l'époque, le professeur Mogiri peut-être aura ça en mémoire, nous avions 25 universitaires. Et la majorité, c'était des philosophes. Donc, la République démocratique du Congo, nous avons l'indépendance et nous sommes éblouis par cette manne issue de l'exploitation de nos propres ancêtres. En réalité, ce que nous vivons aujourd'hui plonge ses racines dans le passé lointain de l'État indépendant du Congo. Après 80 ans de colonisation, le Congo apparaît comme le pays riche, même niveau que la Corée du Sud, même niveau que le Canada, même niveau que, et même au-dessus de certains pays aujourd'hui développés. Mais le Congo avait oublié de vanter son propre modèle d'accumulation du capital. Aujourd'hui, on nous a présenté le parcours des gens, des Julien Kaongia, puisque Jean Lucien, Jean Gisèle, donc chaque fois, on arrive de confondre depuis qu'on a créé le PCR. Alors, notre
Mais quel type d'activité? À l'époque des Léopoldés, on vous imposait et vous ne réussissez pas à remplir vos assignations au groupe, peut-être le bas, la main, et ainsi de suite. On connaît l'histoire des caoutchoucs et tout ce qui est. Et le fruit des plantations ou de l'agriculture pérenne. Les Belges, quand ils arrivent, ils créent des sociétés à chartes. Et tout le monde est content, Kilomoto, Jacamine, Miba, Sibetin, toutes ces entreprises laissent seulement. Mais seulement ils étaient très forts. Les ouvriers, les enfants des ouvriers étaient nourris, étaient scolarisés, étaient soignés. Mais ce n'est pas parce qu'on aimait les ouvriers, non. C'est parce qu'il fallait les maintenir en forme pour qu'ils produisent davantage. Mais les produits de cette production, exprimez bien la colonne vertébrale et notre voie de transport, tout allait vers Anvers. Fleuve Congo, Kinshasa, Rail, Fleuve Congo, Océan, Anvers. Et ce n'est pas pour rien que la Belgique est le seul pays ou royaume de l'Europe qui avait échappé au plan Marshall. Sa monnaie restait stable grâce aux efforts fournis par le Congolais, d'où ceux qui, en mon âge, avaient suivi avec bonheur les fameux chocs si le conflit belgo-zaïrois de l'époque avec les maîtres Kamata, Nimi, Pinga Kasenda, que sais-je encore. Les résolutions qui nous intéressent aujourd'hui, et dans les conflits qui a revu son jour dans notre pays, parce que finalement, le déploiement des casques bleus à Kinshasa n'avait pas empêché l'assassinat de Lumumba, n'avait pas empêché la rébellion de Moulele, n'avait pas empêché la mort de Djobé, n'avait pas empêché qu'il y ait à chaque fin d'élection des revendications des politiciens et ceux qui étaient insatisfaits créer leur propre rébellion. Et en 90, vous savez, la perestroïka, avec la chute des murs de Berlin, on croyait que c'était parti, non? Il y a eu des conférences nationales maintenant, au Bénin, en République du Congo, et puis la contagion en République démocratique du Congo. Et les juristes, comme ils sont forts, ils ont défilé au niveau du plateau de la télévision, les uns pour montrer que la commission, la conférence nationale, la conférence souveraine, c'était pareil. Mais quand vous écoutez les professeurs Diego Mpege Osako, vous lui donnez raison. Vous écoutez Kitete, vous lui donnez raison. Vous écoutez Liao, vous lui donnez raison. Et pourtant, tous les trois disent des choses différentes. Finalement, c'est le peuple qui a eu raison, puisqu'ils ont envoyé finalement la conférence souveraine. Mais pendant que nous étions distraits, on apprend que la guerre commence à l'est de la République démocratique du Congo, avec, à la suite du génocide au Rwanda. Et nous accueillons sur le sol congolais des millions de réfugiés à Bukavu et à Goma, plus nombreux que les populations de ces provinces-là. Évidemment, ça bouscule tout, que ce soit l'économie, que ce soit la vie en société, que ce soit les infrastructures de base. Et que faire? Nous nous disions à l'époque qu'il s'agit de l'agression, puisque après, le Rwanda va dire, bon, comme les Interahamwe, les ex-FARC, sont à la frontière du Congo, ils constituent un danger pour nous. Le président Mobutu de l'époque, le vice-Kengo, comme mandat des Affaires étrangères, n'ont pas hésité. Ils ont organisé la tripartite de Rwanda, HCR, Zaïre. Et les résolutions étaient claires. Les Zaïre avaient indiqué des endroits conformant au droit international à éloigner à au moins 150 km de leur frontière, n'est-ce pas, littéralement, et tous les rebelles rwandais. Alors là, le système des Nations Unies avait failli, puisque la logistique devait être assurée par le système des Nations Unies. Au moment de le faire, il dit non, non. D'abord, nous suivons une mascarade à la télévision. Je ne sais plus comment s'appelait Canal Plus à l'époque, ça avait un autre nom. Et on nous montre des colonnes de gens qui rentrent au Rwanda, alors qu'on avait déjà nommé des généraux, à la suite d'une résolution du Conseil de sécurité général canadien, comme les chefs de mission sur le plan militaire pour organiser le retour des réfugiés rwandais ou les éloigner de leurs frontières pour éviter l'embrasement de la province, de la région. Ah, le président du Rwanda va dire non, 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 il n'y a plus
appelle l'ironie, les dangers, les pays qui étaient engagés, qui étaient toujours engagés, qui est victime, s'appelle la République démocratique du Congo. Mais elle fait démontrer tout cela. Alors nous sommes le 27 août 1998. Vous êtes fatigué, il devait choisir entre les Congolais qui se plaignaient des exactions, des violations massives des droits de l'homme de la part des soldats rwandais et ougandais qui l'accompagnaient, ou opter pour ses alliés. Un nationaliste n'a pas hésité. Le 27 juillet 1998, il a signé un document demandé au fait général de la police, je ne me rappelle ça viendra, et à Moïse Kongolo de les accompagner à Kigali et au Rwanda. Mais le 2 août, le même a raison d'un avion de CAL, Congo Airlines, pour ceux qui ne peuvent pas connaître, et on apprend, et comme nous négligeons souvent les renseignements, alors que la tour de contrôle de Goma, relayée par celle de Guémena, dit mais l'avion qui a quitté Goma, qui était censé partir à Kinshasa, apparemment est en train de se diriger vers le Congo central ou l'Angola, on ne comprend pas où va cet avion. Mais si à Kinshasa, oh non, ça c'est rien. Mais ils atterrissent à Kitona, mais ils trouvent un terrain fertile, parce que déjà les Rwandais avaient réussi à bien travailler vous savez. On lui dit, vos premiers ennemis sont les ex-phases, les soldats de Mobutu. Et pourtant, ils étaient bien formés, les généraux comme les Kaloumé et tout ça. Étaient à Kitona, et pour nourriture, c'était là le bouchon de bière, on devait les nourriture, fatigués, payés. Et l'avion atterri, on vous amène votre sol. Marchons sur Kinshasa. Voilà comment nous allons tomber dans le noir, et Wendo Colossé avait chanté ça très bien. Comment finalement nous allons entrer en danse avec Joseph Kabila qui était à ce moment-là comme les forces terrestres. Il est venu le même soir, le chef d'état-major général, le commandant général Kaloumé, commandant des opérations militaires. Et chez Okitundu, des affaires étrangères, il y a le directeur de cabinet. Mais nous partirons à Harare. Le 8 août 1998. C'était une rencontre importante, il fallait démontrer qu'il y avait agression de l'ennemi en République démocratique. C'était Victoria France. Mais ce que je vis là-bas, j'étais tout simplement peiné de voir combien le monde était juste. Mais nous ne sommes pas fatigués, nous avons démontré, et finalement, pour terminer, on a envoyé les avions de chasse. Qui ont survolé Kisangani et Goma, et qui sont revenus des Zimbabwéens comme ils sont des panafricanistes, se dit non. Il y a agression. Et comme la charte de la SADC prévoit qu'en cas d'attaque ou de violation de l'intégrité de l'un des membres de la SADC, ceux qui sont prêts doivent l'aider militairement, diplomatiquement et politiquement pour rétablir le pays dans ses frontières. Donc spécialement les défis sécuritaires. Je le remercie de m'avoir choisi comme présentateur. Et lorsqu'il m'a soumis cet immense ouvrage de plus de 800 pages, réparti en 3 tomes tricolores, je fus à la fois agréablement et honteusement impressionné à plus d'un titre. D'abord, agréablement parce que j'avais la fierté de voir un homme politique s'intellectualisant, pour utiliser le terme de mon collègue, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à la recherche et à une recherche féconde et fécondante. Ensuite, j'ai ressenti une agréable honte. Pourquoi? Parce qu'en tant que sociologue très critique à l'égard de la mission des Nations Unies, j'ai découvert, grâce à ces livres, n'est-ce pas, donc le maître que je suis a découvert, grâce à son élève, n'est-ce pas, qu'il y avait des résolutions qui étaient prises et qu'il fallait d'abord les lire avant
là j'ai eu une agréable, agréable honte, parce que c'est d'abord mon élève qui m'instruit, n'est-ce pas? Et moi-même, je comprends que je n'étais qu'un criticiste, c'est-à-dire vous critiquez quelque chose sans avoir des éléments sur lesquels baser votre critique. Et c'est ce que je lui ai appris au cours des méthodes de recherche, n'est-ce pas? Et il m'a rappelé que vous-même, vous n'appliquez pas. Merci beaucoup, comme on le dit souvent, n'est-ce pas? Mwana muke, Mokolobé, c'est pour dire qu'on apprend tous les jours. D'aucuns diront que cette œuvre, il ne s'agit que d'un recueil de textes. Oui, il s'agit d'un recueil, mais un recueil annoté. C'est-à-dire, pour réaliser un recueil de résolution adopté et daté d'avant sa naissance, pas? En 1960, il n'existait pas encore, jusqu'à l'époque où il exerce de hautes fonctions politiques. En les annotant chacune est une tâche qui me semble plus compliquée que coucher sur papier ses propres idées. C'est cet exploit que vient de réaliser JPK. En effet, pour annoter les résolutions concernées ici, couvrant toute l'histoire postcoloniale de la RDC, soit avant lui, sans lui et avec son implication. On nous a lu ici sa biographie, n'est-ce pas? On a vu qu'il a été de toutes les rencontres durant tout son mandat. Il a donc fallu que l'auteur lise toutes les résolutions adoptées sur la RDC par l'instance internationale suprême, les restitue dans le contexte historique de leurs prises respectives, avant de les annoter par des commentaires contextualisés et donc appropriés. C'est donc un travail d'historien multidisciplinaire de la politique, des relations internationales et des affaires humanitaires qu'il nous... Dans les systèmes des Nations Unies, mais nous sommes absents. Nous rédigeons nos résolutions par des pays interposés. Si la France n'avait pas été gentille avec nous, les généraux Etumba et moi-même, M. Okitou, nous n'aurions participé à aucune rédaction d'une résolution. Mais comment vous voulez parler du problème de mon pays mieux que moi-même? C'est impossible sur le plan diplomatique. C'est comme ça que nous remercions. Nous réitérons le remerciement à Jean-David Lévité, qui était à son permanent du Conseil de sécurité. J'ai eu le privilège, en tant que commissaire général de suivi de procédures, commissaire général adjoint, chargé des relations avec l'Afrique, de participer à 14 réactions de résolution. C'est tout un processus. Ça se négocie la nuit, dans les couloirs. Il faut aller voir tel pays. Vous avez eu du mal à convaincre les pays africains qui comprennent mieux votre problème. Et voilà donc mon frère Julien. Vous savez que je suis un parlementaire, si vous me laissez ce micro, vous risquez de rater votre événement. Je vais m'arrêter là, tout en remerciant l'assistance, et je félicite et demande à tout le monde avec moi de féliciter Julien Palougou, puis ça fait toujours plaisir de voir l'émergence de cette culture de l'écriture. Moi-même, j'avais écrit plusieurs livres, mais le plus important, c'est porté sur le fondement de la politique transatlantique de la République du Congo, comme modèle d'espoir d'humanité. J'avais démontré dans ce livre-là, quand on parle de l'OTAN, en principe, l'OTAN, ce sont tous les pays riverains de l'océan Atlantique. Est-ce que le Congo n'est pas riverain de l'océan Atlantique? Ou l'Angola, la Namibie, on peut descendre jusqu'en bas. Oui. Mais du fait que la guerre froide a pris fin, en principe, on devait révisiter l'OTAN et y inclure aussi tous les autres pays. Et nous savons que le plus grand commerce s'exerce sur cette partie de la planète. Et le Congo a un rôle à jouer. Il jouera son rôle. Je tiens à vous remercier pour votre attention, tout en vous invitant une fois de plus à révisiter l'histoire. Puisque quand vous avancez sans lire l'histoire, vous allez répéter les mêmes erreurs. Et aujourd'hui, sachez, c'est comme hier.
concerne pas seul Félix Tshisekedi, le président de la République. Bon, ça te concerne, ça me concerne, ça me concerne, ça concerne tous les Congolais. Regardez comment les autres sont prêts à mourir pour préserver leur souveraineté, leur intégrité, leur indépendance, leur vie. C'est notre devoir, nous politiciens. Nous sommes arrivés malheureusement encore à une période où on doit parler de responsabilité ou de pouvoir. Souvent, c'est une grande distraction, puisqu'en même temps, nous avons la guerre qui continue. Donc, faisons, tout en discutant des histoires du gouvernement et de l'Assemblée nationale, rappelons-nous toujours